Il y a des moments dans la vie où l'on se dit: «Pourtant, j'ai tout fait pour aller mieux». J'ai lu des livres, j'ai parlé à des amis, j'ai peu, être même consulté un thérapeute et pourtant quelque chose résiste. Quelque chose au fond de moi ne cicatrise pas vraiment. Si tu te reconnais dans ces mots, je voudrais que tu saches quelque chose d'important avant même que nous commencions. Tu n'es pas cassé, tu n'es pas faible et tu n'es certainement pas seul. Ce que tu vis, ce blocage émotionnel qui s'installe malgré tous tes efforts, c'est l'une des expériences les plus courantes et les plus mal comprises de la vie humaine. Et c'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui ensemble. Je m'appelle Christophe André, je suis médecin psychiatre, mais surtout, depuis plus de 30 ans, je suis un observateur attentif de la souffrance humaine et de ce formidable processus qu'est la guérison émotionnelle. Et ce que j'ai appris auprès de mes patients, dans les livres, mais aussi dans ma propre vie, c'est que guérir émotionnellement n'est jamais une ligne droite. Il y a des raisons précises pour lesquelles certaines blessures ne guérissent pas parce que tu n'essaies pas assez, mais parce que personne ne t'a montré ce qui bloque vraiment le processus. Aujourd'hui, je veux t'offrir 7 leçons, 7 réflexions profondes, ancrées dans la psychologie contemporaine, mais surtout dans la réalité de la vie quotidienne, 7 clés pour comprendre pourquoi tu restes parfois coincé là où tu ne veux plus rester. Installe-toi confortablement, respire un peu et laisse-moi t'accompagner pendant cette heure. Première leçon, tu confonds comprendre et ressentir. Commençons par quelque chose qui touche presque tout le monde et que j'ai vu des centaines de fois dans mon cabinet. Il y a quelques années, une femme est venue me voir, appelons-la Sophie. Elle avait vécu une relation très difficile avec sa mère, une relation marquée par le rejet, par des critiques constantes, par ce sentiment dévastateur de ne jamais être assez bien. Sophie avait travaillé sur elle-même. Elle avait lu, réfléchi, consulté, et un jour elle m'a dit, ben, je comprends maintenant pourquoi ma mère était comme ça. Elle-même avait été blessée dans son enfance. Je comprends, mais je souffre toujours autant. Pourquoi? C'est une question magnifique parce qu'elle touche à quelque chose d'essentiel. Il y a une confusion très fréquente entre la compréhension intellectuelle d'une blessure et la guérison émotionnelle de cette blessure. Quand on comprend quelque chose avec la tête, on croit parfois que le cœur devrait suivre automatiquement. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne notre monde intérieur. Le cerveau émotionnel, ce que les neurosciences appellent le système limbique, ne parle pas le langage de la logique. Il parle le langage des sensations, des images, des souvenirs corporels. Quand tu as été blessé profondément, c'est pas seulement ton esprit qui l'a enregistré, c'est ton corps, tes muscles, ta façon de respirer, ta façon de te tenir dans l'espace quand quelqu'un lève la voix. Comprendre que ta mère était elle-même une femme blessée, c'est un acte de générosité et d'intelligence. Mais cela ne suffit pas à défaire ce que ton système nerveux a appris pendant 20, 30 ou 40 ans. La vraie guérison émotionnelle passe par quelque chose de plus profond que la compréhension. Elle passe par ce que certains chercheurs appellent le retraitement émotionnel. C'est à dire, non pas expliquer la douleur, mais la ressentir pleinement dans un contexte de sécurité jusqu'à ce qu'elle perde son caractère urgent, menaçant, envahissant. Je t'invite à te poser cette question aujourd'hui. Est-ce que tu comprends tes blessures ou est-ce que tu les as vraiment senties, vraiment traversées? Parce que souvent, la compréhension devient une manière très intelligente d'éviter de vraiment ressentir. On intellectualise, on analyse, on construit des théories sur soi-même. Et pendant ce temps, la douleur reste là, intacte, bien gardée, dans un coin du corps que l'on a appris à ignorer. C'est pas un reproche, c'est une invitation à descendre un peu plus bas que les mots. Deuxième leçon, tu attends que la douleur disparaisse avant de commencer à vivre. C'est l'un des pièges les plus subtils que je connaisse et il est terriblement humain. Imagine quelqu'un qui s'est fait une entorse à la cheville, il décide de ne plus marcher jusqu'à ce que la cheville soit complètement guérie. Mais en ne marchant pas, les muscles s'affaiblissent, la circulation sanguine diminue et paradoxalement, la guérison prend beaucoup plus de temps. C'est absurde, non?
Et pourtant, c'est exactement ce que nous faisons avec nos blessures émotionnelles. Quand je ne serai plus anxieux, je sortirai davantage. Quand j'aurai surmonté cette rupture, je m'autoriserai à faire confiance à nouveau. Quand je me sentirai mieux dans ma peau, je commencerai à m'occuper de moi. Tu vois le problème, on attend d'être guéri pour faire les choses qui nous guérissent. On place la guérison comme une condition préalable à la vie, au lieu de comprendre que c'est souvent en vivant, en agissant, en s'engageant, que la guérison advient. Les études sur la dépression sont très claires à ce sujet. L'une des interventions les plus efficaces n'est pas d'attendre que l'envie revienne. C'est d'agir en premier, même sans envie, même avec difficulté, et de laisser l'émotion suivre l'action. Je pense à Thomas, un homme que j'ai suivi pendant plusieurs années. Il avait traversé un deuil très difficile, la perte de son père avec qui il avait une relation compliquée, non résolue. Pendant 2 ans, Thomas avait mis sa vie entre parenthèses. Il ne voyait plus ses amis, ne prenait plus soin de lui, attendait de se sentir prêt. Un jour, je lui ai dit quelque chose de simple, et si tu n'attendais pas d'être prêt, et si tu commençais par un tout petit geste, juste un, pas pour guérir, mais pour reprendre contact avec la vie, il a commencé par aller marcher 10 minutes le matin, juste ça, et progressivement, quelque chose a commencé à bouger. La guérison n'est pas un état que l'on atteint avant de vivre, c'est quelque chose qui se construit en vivant. Troisième leçon, tu te bats contre tes émotions au lieu de les accueillir. Voilà une leçon qui peut être te surprendre parce qu'elle va à contre-courant de ce qu'on nous apprend souvent. Dans notre culture, les émotions difficiles, la tristesse, la colère, la peur, la honte, sont souvent présentées comme des ennemis, des choses à combattre, à surmonter, à éliminer le plus rapidement possible. On dit sois fort, ne te laisse pas abattre, passe à autre chose. Et alors, on développe des stratégies. On se distrait, on mange trop ou pas assez, on boit, on s'occupe frénétiquement, on fait tout pour ne pas sentir ce que l'on sent. Mais voilà ce que la psychologie moderne nous enseigne avec une clarté remarquable: ce que tu résistes persiste, ce que tu fuis te poursuit, et ce que tu acceptes commence à se transformer. Il y a une métaphore que j'aime beaucoup. Imagine que tu es dans une piscine et qu'un ballon de plage représente une émotion difficile. Si tu essaies de maintenir ce ballon sous l'eau, ça demande une énergie considérable. Et si tu relâches un instant, il bondit à la surface avec une force décuplée. Mais si tu laisses simplement le ballon flotter à la surface, sans le combattre et sans t'y accrocher, il finit par dériver doucement vers le bord. C'est ça l'accueil émotionnel. C'est pas de la résignation. C'est pas dire je veux souffrir. C'est reconnaître ce qui est là, le nommer, le laisser exister sans lui obéir et sans le fuir. En thérapie, on utilise des pratiques de pleine conscience pour aider les gens à faire exactement ça, à s'asseoir avec leur anxiété, leur tristesse, leur colère, sans chercher immédiatement à la faire disparaître. Et ce qui se passe alors est presque toujours surprenant. L'émotion, sentie vraiment, sans jugement, commence à s'apaiser d'elle-même. Pas toujours vite, pas toujours facilement, mais elle s'apaise. La prochaine fois qu'une émotion difficile se présente, avant de la fuir, essaie juste de lui dire intérieurement: je te vois, je sais que tu es là, tu as le droit d'être là. C'est un acte d'une puissance étonnante. Si jusqu'à présent quelque chose de ce que tu entends résonne en toi, je t'invite à prendre un moment pour t'abonner à cette chaîne. C'est une façon de continuer à recevoir ces réflexions, ces outils, ces invitations à mieux se connaître et à prendre soin de soi. Et si tu penses à quelqu'un dans ta vie qui pourrait en avoir besoin, partage-lui cet épisode. Parfois, les mots qu'on ne sait pas dire soi-même, on les trouve dans la voix de quelqu'un d'autre. Quatrième leçon, tu n'as pas trouvé un espace sûr pour guérir. La guérison émotionnelle ne se produit pas dans n'importe quelle condition. Elle a besoin d'un terreau particulier. Et ce terreau, c'est la sécurité. Quand notre système nerveux est constamment en état d'alerte, quand on vit dans un environnement stressant, dans des relations imprévisibles, dans une solitude pesante ou au contraire dans une agitation permanente, le cerveau reste en mode survie.
Et en mode survie, le cerveau n'a ni le temps ni les ressources pour guérir. Il fait juste ce qu'il peut pour tenir. C'est un peu comme essayer de faire pousser des fleurs sur un sol gelé. Les graines sont là, l'intention est là, mais les conditions ne sont pas réunies. Alors quand je dis espace sûr, je ne parle pas forcément d'un cabinet de thérapeute, même si c'en est un exemple précieux. Je parle de toutes les conditions internes et externes qui permettent au système nerveux de se détendre suffisamment pour commencer à cicatriser. Un espace sûr, ça peut être une relation dans laquelle tu te sens vraiment accepté tel que tu es. Ça peut être une pratique régulière comme la méditation, le yoga, la marche en nature, qui signale à ton corps que le danger est passé. Ça peut être un moment de la journée que tu t'accordes, sans téléphone, sans obligation, juste pour être avec toi-même. Et parfois, créer cet espace sûr, c'est aussi prendre des décisions difficiles, s'éloigner de personnes toxiques, quitter un environnement qui t'épuise, mettre des limites là où tu n'en avais jamais mis. Je rencontre souvent des gens qui me disent je veux guérir mais je n'ai pas le temps de m'en occuper. Et je comprends profondément cette réalité. Les vies sont chargées, les responsabilités sont réelles, mais je leur pose toujours cette question, si tu ne t'accordes pas un peu d'espace pour guérir maintenant, quel sera le coût dans 5 ans? La guérison n'est pas un luxe, c'est une nécessité et elle mérite qu'on lui fasse de la place. Cinquième leçon, tu cherches à guérir seul sans laisser les autres t'aider. Voilà quelque chose d'étrange que j'observe régulièrement et qui touche souvent les personnes les plus courageuses, les plus autonomes, les plus déterminées. Il y a dans notre culture une idéalisation de l'indépendance émotionnelle. Être fort, c'est gérer seul. Demander de l'aide, c'est montrer une faiblesse. Et alors on se bricole dans son coin. On essaie de se réparer soi-même sans jamais vraiment laisser entrer quelqu'un. Mais la psychologie nous dit quelque chose de fondamental. Nous sommes des êtres d'attachement. Notre cerveau est câblé pour la connexion. Et c'est dans la relation à l'autre, souvent, que les blessures relationnelles trouvent leur guérison. Il y a une notion en psychologie que j'aime particulièrement, celle de l'expérience émotionnelle corrective. L'idée est simple. Si tu as été blessé dans une relation, si tu as appris qu'on ne peut pas faire confiance, que l'amour conditionnel est la norme, que s'ouvrir mène à la trahison, alors c'est pas en lisant des livres que tu vas défaire ces apprentissages, c'est en vivant des expériences relationnelles différentes, des relations dans lesquelles tu découvres expérimentalement dans ton corps que les choses peuvent être autrement. Cela peut se passer en thérapie, cela peut se passer dans une amitié profonde, dans une relation amoureuse saine, dans un groupe de soutien, mais cela nécessite de s'ouvrir, d'accepter d'être vu et parfois d'accepter d'être aidé. Je me souviens d'un homme, appelons-le Marc, qui venait me voir depuis plusieurs mois. Il était très intelligent, très articulé sur ses problèmes, mais chaque fois que j'essayais d'établir une vraie connexion émotionnelle, il se retirait derrière son analyse. Un jour, il m'a dit, je préfère ne dépendre de personne, c'est plus sûr. Et je lui ai répondu, plus sûr peut être, mais est-ce que c'est plus guérissant? Il y a un courage particulier dans la vulnérabilité. Le courage de dire j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'être entendu, j'ai besoin de ne pas porter ça seul. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une des formes les plus profondes de sagesse. Si tu m'écoutes depuis un moment et que ces réflexions te parlent, c'est peut être le bon moment pour laisser un like à cet épisode. Ça m'aide énormément à savoir que ce travail est utile et ça permet à d'autres personnes de le trouver. Merci à toi. Sixième leçon, tu confonds rechute et échec. Voici l'une des leçons les plus importantes et peut être la plus mal connue. La guérison émotionnelle n'est pas un processus linéaire. Je veux que tu l'entendes vraiment. C'est pas une ligne droite qui monte régulièrement. C'est plutôt une spirale. On avance, on trébuche, on semble reculer, et puis on avance à nouveau, un peu plus loin qu'avant. J'ai vu des dizaines, des centaines de personnes abandonner leur processus de guérison parce qu'elles avaient vécu une rechute.
j'avais fait tant de progrès et puis je me suis effondré à nouveau, ça prouve que ça marche pas, que je ne guérirai jamais. C'est une pensée qui fait tellement de mal et c'est une pensée profondément erronée. Imagine quelqu'un qui apprend à faire du vélo. Il tombe. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a rien appris, que les leçons précédentes n'ont servi à rien? Bien sûr que non. La chute fait partie de l'apprentissage. Elle n'efface pas les progrès, elle les complète. Dans la guérison émotionnelle, les rechutes sont souvent des moments d'information précieux. Elles nous disent voilà ce qui n'est pas encore intégré, voilà ce qui a besoin d'encore un peu plus d'attention. Ce ne sont pas des signes d'échec, ce sont des étapes du chemin. Je pense à cette phrase que j'aime beaucoup, attribuée à plusieurs sagesses. La mesure de l'intelligence n'est pas la capacité de ne jamais tomber, c'est la capacité de se relever. Et dans la guérison émotionnelle, se relever ne signifie pas faire semblant que la chute n'a pas eu lieu. Ça signifie regarder la chute avec bienveillance, apprendre ce qu'elle a à enseigner et reprendre le chemin avec un peu plus de connaissance de soi-même. La compassion envers soi-même est ici absolument fondamentale. Non pas la complaisance, qui consiste à ne rien remettre en question, mais la vraie compassion, celle qui regarde nos difficultés avec le même regard qu'on poserait sur un ami cher qui traverse quelque chose de difficile. Si un ami te disait j'ai rechuté, je me suis senti mal à nouveau, est-ce que tu lui dirais, tu vois, tu ne guériras jamais? Bien sûr que non. Tu lui dirais je suis là, ce n'est pas grave, on continue ensemble. Offre-toi ce même regard. Septième leçon, tu attends d'être guéri pour te pardonner. Nous arrivons maintenant à la dernière leçon et je l'ai gardée pour la fin parce qu'elle peut être la plus profonde. Il y a quelque chose que j'observe souvent, quelque chose de très humain et de très douloureux. Beaucoup de gens se punissent d'être blessés, ils ont honte de leur souffrance, ils se sentent coupables de ne pas aller mieux. Et parfois, ils se disent, consciemment ou non, qu'ils ne méritent pas de guérir tant qu'ils n'ont pas payé suffisamment pour leurs erreurs passées. C'est un mécanisme subtil. Parfois, la souffrance devient une forme de pénitence. Rester dans la douleur devient une manière de se punir, de se tenir responsable, de ne pas s'autoriser la légèreté. Mais voici ce que je crois profondément, après toutes ces années de pratique clinique et d'observation humaine. La guérison n'est pas une récompense que l'on mérite après avoir assez souffert. Ce n'est pas le prix d'une punition accomplie, c'est un droit fondamental, le droit de tout être humain. Le pardon de soi, c'est pas dire que tout ce qu'on a fait était correct, c'est pas effacer les conséquences de ses actes, c'est reconnaître que l'on a fait de son mieux avec ce que l'on était à ce moment-là, avec les ressources que l'on avait, les blessures que l'on portait, les outils que personne ne nous avait appris à utiliser. Tu n'avais peu être pas tous les outils, tu n'avais peu être pas tous les modèles. Et même si tu as fait des choses dont tu n'es pas fier, cette part de toi qui souffre n'a pas besoin de continuer à payer indéfiniment. Il y a une phrase que je répète souvent à mes patients et que je voudrais te dire maintenant directement avec toute la sincérité dont je suis capable. Tu mérites de guérir, pas parce que tu es parfait, pas parce que tu n'as jamais blessé personne, mais parce que tu es humain et que tout être humain mérite d'avoir accès à sa propre paix intérieure. Le pardon de soi n'est pas la fin du chemin, c'est souvent le début du vrai chemin. Et maintenant, laisse-moi prendre quelques minutes pour rassembler tout ce que nous avons traversé ensemble. Ces 7 leçons, elles ne sont pas des recettes magiques, elles ne sont pas des formules à appliquer mécaniquement, ce sont des invitations à regarder les choses différemment, à comprendre pourquoi, malgré tous tes efforts, tu peux rester parfois coincé là où tu ne veux plus rester. La première leçon nous disait que comprendre n'est pas ressentir et que la vraie guérison passe par l'expérience émotionnelle, pas seulement par l'analyse intellectuelle. La deuxième nous rappelait de ne pas attendre d'être guéri pour vivre, parce que c'est souvent en vivant que la guérison arrive. La troisième nous invitait à accueillir nos émotions plutôt qu'à les combattre, parce que ce que l'on résiste persiste. La quatrième nous parlait de l'importance de créer un espace sûr, des conditions internes et externes, dans lesquelles le système nerveux peut enfin se détendre et cicatriser.
La cinquième nous rappelait que nous ne sommes pas faits pour guérir seuls, que la connexion et la relation sont des instruments de guérison irremplaçables. La sixième nous libérait de la tyrannie de la linéarité en nous disant que les rechutes ne sont pas des échecs, mais des étapes, des informations, des invitations à aller plus loin. Et la septième peut être la plus fondamentale, nous disait que la guérison n'est pas une récompense, c'est un droit, et que le pardon de soi est souvent la porte par laquelle le vrai chemin commence. Je voudrais terminer avec une image que j'aime beaucoup. Il y a une technique japonaise ancestrale qui s'appelle le kintsugi. C'est l'art de réparer les céramiques brisées avec de l'or. Quand un bol se casse, au lieu de jeter les morceaux ou de les coller en essayant de masquer les fissures, on les assemble avec une laque mélangée à de la poudre d'or et la pièce réparée devient plus belle qu'avant. Les cicatrices ne sont pas cachées, elles sont mises en valeur, elles font partie de l'histoire de l'objet, elles sont ce qui le rend unique. Je crois que la guérison émotionnelle ressemble à ça. Ce n'est pas effacer ses blessures, ce n'est pas faire semblant qu'on n'a jamais souffert, c'est les intégrer, les traverser, les transformer, et devenir non pas quelqu'un d'intact, mais quelqu'un de profondément, magnifiquement humain. Tu n'as pas à être parfait pour commencer, tu n'as pas à avoir tout résolu pour avancer, tu n'as pas à être guéri pour commencer à vivre différemment. Tu as juste à faire un premier pas, peut être poser une question, peut être accueillir une émotion, peut être tendre la main vers quelqu'un, peut être simplement t'offrir un regard un peu plus doux, et je serai là dans les prochains épisodes pour continuer à marcher avec toi sur ce chemin. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Si ce contenu t'a été utile, je t'invite à t'abonner et à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Parfois, on ne sait pas qu'on cherche quelque chose jusqu'au moment où on le trouve. Et peut être que quelqu'un dans ta vie cherche exactement ça ce soir. On se retrouve dans le prochain épisode. Prends soin de toi,